Salut! Aujourd'hui, on va parler de sociocratie et de gouvernance partagée. Je vais te raconter comment on met en pratique ces outils avec mon équipe à la ferme. C'est une façon de travailler qui mérite à être plus connue et je pense qu'elle pourra t'inspirer. Cette petite intro étant faite, on va rentrer parce qu'il fait un peu trop froid pour filmer dehors aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer les bases de la sociocratie et les outils qu'on utilise avec mon équipe depuis 4 ans, comment la sociocratie m'a permis de trouver ma place dans la société, et je vais aussi t'annoncer un grand changement pour la ferme où je travaille. Je vais commencer par te décrire un peu mon cadre de travail. Je bosse dans une ferme en maraîchage biologique et on est une équipe de 7 personnes, dont 4 à temps plein, 2 à temps partiel, dont moi, et une personne qu'on recrute seulement pour la saison. C'est une entreprise qui existe déjà depuis 15 ans, mais le gérant qui l'a fondée a jamais eu envie d'avoir la casquette de patron. Dès la création de son activité, il avait le projet de s'associer avec d'autres personnes, parce qu'il sait que c'est beaucoup plus facile d'être agriculteur à plusieurs. Donc son état d'esprit était déjà un contexte très favorable pour faire une gouvernance partagée. Moi, ça fait maintenant plus de 6 ans que j'y travaille, et depuis que je suis arrivé, les choses ont beaucoup évolué. Déjà, on n'était pas si nombreux au début, et beaucoup moins bien organisés. Au début, on a fait pas mal d'erreurs de débutants, par exemple, il n'y avait pas de réunion. Mais avant ça, ils ressentaient pas le besoin de faire de réunion, parce qu'ils étaient seulement 3, donc c'est beaucoup plus facile de communiquer au quotidien et de se partager des infos quand on est si peu nombreux. Mais quand moi je suis arrivé, on a commencé à être 4, puis 5 assez rapidement, avec 2 équipes qui ont commencé à se dessiner, l'équipe production dans les champs, et une équipe plutôt administration et prépa des paniers. Donc là, le fait qu'il n'y ait pas de réunion, ça a vite commencé à poser des problèmes pour se partager des infos et être efficace dans la semaine. On a commencé à mettre en place une réunion hebdomadaire tous les lundis matins, donc pour organiser la semaine, mais c'était une réunion pêle-mêle dans laquelle on parlait de tout ce qui nous semblait important, par exemple des suggestions pour améliorer le travail quotidien, acheter un nouvel outil, et ça pouvait aussi être des choix de stratégie sur le prix des paniers, bref, tout ce qui nous tenait à cœur et qui nous semblait important pour la ferme. Mais bien sûr, avec des sujets aussi lourds que ça, les réunions pouvaient s'étendre longtemps, parce que chacun avait son mot à dire, on avait des débats, des idées qui n'étaient pas forcément toujours les mêmes, donc ça prenait du temps pour argumenter, et on se retrouvait parfois à faire des réunions de 3 heures alors qu'il en était prévu qu'une. On voyait bien que c'était important qu'on fasse ces réunions parce que ça nous permettait d'avancer sur des sujets, mais on n'avait aucune structure sur ces réunions, ce qui faisait qu'elles n'étaient pas efficaces. On a donc décidé de se faire accompagner par un facilitateur qui nous a expliqué les bases de la sociocratie et qui nous a montré pendant les ateliers quelques outils pour qu'on puisse être plus efficace dans les prises de décision. Et je vais vous partager tous ces outils un petit peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, maintenant, ça fait 4 ans qu'on a fait cette formation et qu'on a pu progresser. Et ça tombe bien parce que la ferme va évoluer et c'est justement l'annonce dont je vous parlais en début de vidéo. On se convertit en coopérative, du coup tous les salariés vont devenir associés. C'est plus qu'une question de semaines, alors à partir de là, on va officiellement et juridiquement devenir co-gérant et porter la responsabilité de l'entreprise en collectif. La sociocratie, c'est une manière de gouverner où la responsabilité est partagée entre tous. Contrairement au système traditionnel où les décisions sont souvent imposées par une seule personne ou un petit groupe, comme le patron ou les managers, ici chacun participe activement à la gestion et à la prise de décision. Un des éléments clés de la sociocratie, c'est sa manière de prendre des décisions en collectif. Ici, on va pas parler de compromis ou de consensus pour chercher à mettre tout le monde d'accord, même si c'est sympa, ça peut surtout être très long, car il suffit qu'une seule personne ne soit pas satisfaite totalement pour ralentir tout le processus. La sociocratie, elle, fonctionne sur le principe du consentement. La question qu'on se pose n'est pas est-ce que tout le monde est d'accord, mais plutôt est-ce qu'il y a des objections majeures qui empêchent d'avancer. Si aucune objection forte n'est exprimée, la décision est adoptée. Ça permet de gagner du temps en respectant les avis individuels. On va voir un peu plus tard comment ça marche concrètement. Un autre aspect fondamental de la sociocratie, c'est la notion de nous. Ce nous ne signifie pas que les individus se fondent dans le collectif, comme si chacun perdait son identité. C'est souvent le cas dans les entreprises classiques, où on est plutôt utilisé comme un pion qui doit obéir sans se poser de questions. Ici, au contraire, chaque personne garde son individualité, sa personnalité et ses idées. Le collectif agit comme une membrane qui relie les individus tout en leur laissant leur espace propre. Chacun est libre de contribuer à sa manière, d'apporter ses propres méthodes et ses façons de faire selon ses préférences. Le groupe utilise donc le nous comme une intelligence collective qui le rend plus fort et innovant. On peut passer aux outils concrets et je vais te montrer comment on les utilise et ce qu'on a mis en place. Déjà, pour travailler ensemble et surtout en gouvernance partagée, il faut renforcer la confiance dans l'équipe et se sentir suffisamment à l'aise pour être capable de prendre la parole et donner son avis, ses idées. Pour ça, on a défini un cadre de sécurité. C'est un cadre qui nous est propre, on l'a fixé avec des règles qui nous semblent importantes pour nous. Chaque collectif peut créer son propre cadre de sécurité.
Et on l'a écrit sur une grande feuille qu'on a affichée sur le lieu de travail, comme ça on l'a toujours sous les yeux. La première règle, c'est de parler en je. En gros, ça veut dire de s'exprimer en son nom. Ça évite de porter des jugements ou un ton accusateur en disant « tu as fait ceci » par exemple, ou de pas oser s'engager et assumer ce qu'on dit en disant « on ». Pour prendre un exemple qui m'est arrivé récemment à la ferme, on a des camionnettes pour livrer les paniers de légumes et les clés sont toujours rangées au même endroit. L'autre jour, je vais pour chercher les clés, elles y étaient pas. Et c'était pas la première fois que ça arrivait. Donc c'est vrai que ça peut avoir tendance à énerver quand les choses se répètent et qu'on voit qu'il n'y a pas d'amélioration. Et j'en ai parlé à la réunion suivante, mais au lieu d'accuser la personne qui me semblait le plus probable d'avoir mis les clés ailleurs, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois, j'ai pas dit « t'as de nouveau pas rangé les clés à leur place, ça m'énerve ». Ça c'est un ton accusateur, et ça aurait été une accusation à tort, puisque je ne savais pas qui n'avait pas rangé les clés. Mais je suis parti de mon expérience, et j'ai dit « bah voilà, l'autre matin je n'ai pas trouvé les clés à leur place, il était hyper tôt, il faisait nuit, ça a été pénible pour moi, c'est pas agréable quand ça arrive, et ça serait bien pour pas que ça se reproduise, qu'on fasse tous ce qu'on a dit, à savoir de ranger les clés à leur place. » Parler en jeu et dire comment on vit les choses, ça permet aussi de créer de l'empathie les uns envers les autres et de mieux comprendre ce qui nous arrive et pourquoi on est dans un certain état. Donc c'est plus constructif. La deuxième chose importante de notre cadre de sécurité, c'est l'écoute active. Une écoute passive, par exemple, c'est entendre que quelqu'un parle et on dit oui oui, sans vraiment assimiler ce que la personne dit. Ou bien ce qu'elle dit peut nous évoquer quelque chose et donc on est déjà en train de préparer notre réponse dans notre tête avant qu'elle ait fini sa phrase et alors on n'écoute pas la fin de ce qu'elle dit. L'écoute active, par contre, c'est d'écouter activement, donc de faire l'effort d'écouter. Ça veut dire d'essayer de comprendre l'intention qu'il y a derrière ce que la personne dit, d'essayer de se mettre dans cette vibration d'empathie et de compassion pour comprendre l'autre. Ça veut aussi dire ne pas couper la parole, et ça inclut aussi le fait de reformuler ce que la personne a dit si on a l'impression de ne pas avoir bien compris. Quand on reformule avec nos propres mots, ça nous permet de faire cet effort de comprendre ce que l'autre a voulu dire, et de valider auprès de l'autre personne si c'était juste, si on a bien compris. Bon, bien sûr, reformuler, on le fait pas à chaque fois pour tout, mais dans certains cas, ça peut être très utile. Ensuite, il y a le principe d'équivalence, l'équivalence des idées et l'équivalence des personnes. Par exemple, dans un tour de table sur un sujet précis, on part du principe que tout ce que chacun va dire a sa place. Ça a le droit d'être dit, ça a le droit d'être écouté. Bien sûr, on fait appel à la logique et à la raison. Si quelqu'un est spécialiste dans un domaine et que les autres y connaissent rien, on va beaucoup plus s'appuyer sur l'expérience du spécialiste. Mais là où l'équivalence est importante dans un cadre de sécurité, c'est pour éviter que des personnes qui auraient tendance à prendre toute la place dans un cercle de parole le réalisent, en prennent conscience et se mettent volontairement parfois en retrait pour laisser parler les autres. C'est aussi un garde-fou pour se dire que même si on est convaincu de quelque chose, peut-être qu'on peut avoir tort et que d'autres personnes pourraient avoir des avis complémentaires qu'on peut apprendre de tout le monde. Donc c'est bien de laisser la parole à tout le monde et de vraiment écouter chacun et chacune. Dire ou ne pas dire, telle est la question. Dire ou ne pas dire, je l'appelle aussi le principe de souveraineté, c'est-à-dire être son propre responsable, être responsable de ce que je dis, mais être aussi responsable de ce que je ne dis pas. Je peux choisir de ne pas dire certaines choses, mais ensuite c'est de ma responsabilité si les autres ne sont pas au courant. Si j'ai pas osé dire quelque chose d'important, par exemple, je ne peux pas ensuite venir reprocher aux autres de ne pas savoir. C'était de ma responsabilité de leur faire connaître l'information. Je suis aussi responsable de ce que je dis, bien évidemment, et donc aussi de la manière dont je le dis. Je peux faire passer une information avec plein de poison émotionnel, en m'énervant, en criant sur les gens, en accusant à tort et à travers. Je peux faire passer la même information après avoir digéré mes émotions, et donc dans un état d'esprit beaucoup plus constructif et moins impulsif. Et on a encore deux autres points dans ce cadre de sécurité. Considérer que l'autre est bienveillant, c'est-à-dire de partir du principe que chacun donne le meilleur de soi pour le collectif. Donc je vais pas me dire « ah là là, celui-là il a fait exprès de faire ça pour être pénible ». Et le principe de confidentialité qui est extrêmement important. Tout ce qui se dit au sein du cercle reste dans le cercle. Prochain outil, les différents types de réunions. Et oui, il est loin derrière nous le temps où on faisait des réunions pêle-mêle où on fourrait tout à l'intérieur et qui duraient 3 heures. Maintenant, on a des réunions spécifiques avec un temps limité donné et un ordre du jour précis. Et ça change tout. Premier type de réunion, la réunion de synchronisation. C'est celle qu'on fait tous les lundis matins, ça permet de synchroniser le travail de la semaine. C'est que de l'opérationnel, normalement on se pose pas vraiment de questions à ce moment-là, c'est un partage d'informations et une sécurisation de toutes les tâches importantes de la semaine. J'ai créé une fiche de réunion pour ça, avec le déroulé qu'on fait toutes les semaines, pour ne rien oublier, avec des checklists, etc. On n'hésite pas à la faire évoluer avec le temps si on voit qu'elle correspond plus tout à fait à nos besoins. Mais en gros, ça a changé notre efficacité. Il y a plusieurs parties et elles sont toutes timées. Donc au début de la réunion, il y a une personne qui se porte volontaire pour être gardien du temps.
on s'est acheté des petits sabliers avec différents temps. C'est plus ludique et ça permet surtout à tout le monde de voir le temps qui reste puisque le sablier s'écoule au milieu de la table. Mais c'est le gardien du temps qui les enclenche et il a une petite clochette pour signaler quand le temps est écoulé. Ça permet de faire un signal sonore sans couper la parole. Et une autre personne, animateur de réunion. Donc il va s'occuper de faire le déroulé et de prendre des notes. On fait un roulement pour que tout le monde soit animateur une fois de temps en temps. Ça permet à tout le monde de prendre cette place de meneur pour être tous sur un pied d'égalité. Donc on commence cette réunion de synchro par 1 minute de centrage. C'est une sorte de minute de silence où on fait le vide dans sa tête, on prend des respirations profondes, on peut fermer les yeux. Moi j'ai appelé ça une minute de centrage, mais ça peut s'appeler une minute de méditation, où tout ce que tu voudras, chaque collectif trouvera son mot, mais c'est pas mal de commencer par ça. Ça rend tout le monde disponible au même moment, on attend que tout le monde soit autour de la table pour être prêt, et ça officialise le début de la réunion. Ensuite, on continue avec 10 minutes d'expression libre. Ça peut aussi s'appeler la météo intérieure dans certains cas. C'est facultatif, mais chacun peut dire ce qu'il a dans la tête, comment il se sent. C'est assez important pour prendre la température de chacun dans l'équipe. Et on a décidé que l'expression libre soit uniquement un moment de partage et pas d'échange. Donc c'est pas un moment dans lequel on va poser des questions aux autres. Et ceux qui écoutent ne posent pas non plus de questions ou n'interagissent pas avec la personne qui s'exprime. Ça permet de rester efficace pendant la réunion et ça n'empêche pas de discuter plus en profondeur après la réunion s'il y a besoin. C'est juste une prise de température sur les humeurs et la forme de chacun. Après, on a un point planning auquel on consacre 15 minutes. Donc là, on retrace juste toutes les tâches de la semaine, on vérifie que tout soit sécurisé par quelqu'un. En général, les tâches sont attribuées à des personnes en particulier, mais le cas où une personne est en vacances, au moins on est sûr qu'on pense à attribuer quelqu'un d'autre pour que la chose soit faite. Ça évite d'avoir des loupés et d'anticiper au maximum les changements d'habitude. Et puis on finit par une bonne demi-heure où chacun dit ce qu'il va faire dans la semaine, les tâches qui sont prévues. Et surtout de dire si on rencontre un blocage sur quelque chose, qu'on a besoin d'aide, s'il y a des événements particuliers dans la semaine qui vont un peu bouleverser quelque chose, si on va s'absenter, etc. Et pendant cette réunion de synchro, c'est aussi le moment de noter des points qu'on pourrait aborder dans une prochaine réunion, qui sont hors sujet ici. Ça va être tout ce qui concerne de la stratégie, de la prise de décision, donc c'est tout ce qui sort du pur opérationnel classique. Dans ce cas, on écrit les différents points et on les planifie dans une prochaine réunion, une réunion de stratégie. Et c'est très important de tout de suite planifier un moment pour en parler, sinon ça va passer à la trappe. Donc les réunions de stratégie peuvent concerner tout ce qui touche à des changements de méthode de travail, des changements de stratégie commerciale, des suggestions de nouveaux partenariats, revoir la façon de s'organiser en équipe. En gros, c'est tous les sujets qui nécessitent d'avoir l'avis de tout le monde pour pouvoir prendre une décision. Parfois, on organise même une réunion de stratégie avec un thème très précis, par exemple quand on organise des portes ouvertes à la ferme, pour parler uniquement de ça. Ça, c'est notre petite tambouille interne. On a décidé d'appeler toutes ces réunions-là des réunions de stratégie, mais en vrai, il existe plein d'autres types de réunions en sociocratie. Tu pourras aller creuser le sujet si tu veux, mais pour l'instant, nous, on se débrouille bien comme ça. Donc quand on planifie ces réunions, on décide d'une heure de début et d'une heure de fin en général. L'ordre du jour, il se cantonne aux points qu'on aura mentionnés à l'avance. On prend les points l'un après l'autre, et ce qui doit en aboutir, c'est d'avoir eu l'avis de chacun sur ces différents points. Donc là, le plus simple, c'est de faire un tour de table pour savoir ce que tout le monde en pense. Ensuite, d'avoir une proposition qui soit faite pour résoudre ce point. En général, c'est la personne qui a demandé à ce qu'on parle de ce sujet qui fait une proposition. On en cause, et ce qu'il faut à la fin, c'est avoir un petit plan d'action sur qui fait quoi, pour que ça avance. Donc les réunions deviennent efficaces quand on ne commence pas à faire concrètement les trucs dans la réunion, c'est juste un moment où on en parle et où on planifie. Les actions viendront après la réunion. Mais parfois il y a des sujets un peu plus délicats, c'est-à-dire qu'ils vont créer des tensions. Dans tous les groupes, il y a des sujets un peu plus tendus que d'autres. Et dans ce cas, on utilise un modèle de réunion un petit peu plus structuré pour ces réunions de stratégie toujours. Et je vais les appeler les réunions stratégie avec des points chauds. Les points chauds, c'est tous ces sujets un peu tendus. Ça peut concerner des choix stratégiques sur lesquels on n'a pas des visions communes, et donc quelqu'un va tirer la couverture dans son sens, l'autre dans l'autre, et là où c'est souvent tendu, c'est qu'en vrai, personne n'a raison. Il peut y avoir plusieurs solutions qui se valent, mais elles vont être antinomiques. Et c'est là que la sociocratie prend tout son sens. Comment est-ce qu'on va réussir à prendre des décisions avec le consentement ? J'en ai parlé avant dans les principes de la sociocratie. Le consentement, ça veut pas dire que tout le monde est d'accord, mais ça veut dire que personne n'est contre. Ça veut dire qu'on a réussi à lever toutes les objections importantes. Je peux très bien ne pas être d'accord avec une solution, par exemple, moi j'aurais pas fait comme ça, mais pourtant ne pas avoir d'objection à ce que ce soit fait. Déjà, la personne qui a mis le point chaud sur la table pose sa problématique. Elle explique ce qui va pas, ce qui la dérange et ce qu'elle pense pouvoir être amélioré.
Ensuite, il y a un tour de table où chacun donne son opinion sur la problématique en ajoutant ses points de vigilance et ses impressions. Et attention, c'est bien un tour de parole. On veille à ce que tout le monde prenne la parole sans être coupé pour que tout le monde puisse bien entendre ce que chacun a en tête. C'est très important. Si on commence à rentrer dans un débat à ce moment, on va perdre beaucoup d'informations parce que des personnes qui n'ont pas l'habitude de s'imposer dans les débats vont simplement rien dire. En plus, dans une atmosphère où on peut parler sans être coupé et où on peut être écouté et donc prendre le temps de réfléchir à ses phrases, on va pouvoir être plus constructif et apporter beaucoup plus d'informations que si c'est un débat animé où on va essayer de vite en placer une entre deux autres phrases. Déjà, on va pouvoir dire moins de choses et en plus, on va pouvoir écouter moins de choses. En gros, ce tour de table, il sert à faire une sorte de liste de tout ce qui est important à prendre en compte pour prendre une bonne décision. Et c'est toujours plus facile d'être à plusieurs cerveaux pour penser à tout. Alors il y a toujours une exception où on peut intervenir quand quelqu'un parle, c'est si on a des questions de clarification, c'est-à-dire si on n'est pas sûr d'avoir bien compris ce que la personne voulait dire. Dans ce cas, c'est important... Oh mignonnode. Oh là là. Dans ce cas, c'est important de demander une clarification parce que sinon, on pourrait carrément passer à côté des bonnes informations. Quand on demande une clarification, ça peut être un truc du type « Si j'ai bien compris, tu veux dire que... tatata » et là tu reformules ce que la personne a dit, avec tes propres mots. Une fois que ce tour de table est fait, tout le monde a pu s'exprimer, et la personne qui a formulé le point chaud tient compte de tout ce qu'elle a entendu. Donc normalement, elle a plus d'informations que quand elle a amorcé le sujet. Elle peut donc faire une proposition pour résoudre sa problématique, et ça peut être une proposition sous forme de solution, de changement, d'objectif. Pour reprendre l'exemple des clés de tout à l'heure, même si c'est un exemple très facile, ma proposition ce serait: est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on range les clés à leur place quand on a fini de s'en servir ? Il peut de nouveau y avoir un tour de clarification, pour être sûr qu'on ait bien compris la proposition. Quand les clarifications sont passées, on peut passer au tour d'objection. C'est la température du consentement. Alors ça peut se faire de deux façons différentes. Nous, on a juste pris l'habitude de faire un tour de table et de demander: est-ce que tu as une objection ? Ça peut aller très vite. Par exemple, je propose qu'on range toujours les clés à leur place quand on a fini de s'en servir. Est-ce que tu as une objection ? Non. Est-ce que tu as une objection ? Non. L'autre façon de faire, plutôt que de faire un tour de table, c'est de faire une température avec les mains. On peut demander comment vous vous sentez avec cette proposition, et là il y a trois possibilités. Soit les mains en haut, ça veut dire qu'on est d'accord. Soit les mains au milieu, ça veut dire qu'on n'a pas d'objection, mais que c'est pas forcément ma solution préférée. Ou soit les mains en bas, ça veut dire qu'on bloque, qu'on a une objection, et là il faut qu'on en rediscute. Si personne n'a d'objection, ça peut aller très vite. Si quelqu'un a une objection, par contre, il faut la lever. On va maintenant voir comment on lève les objections, et ça c'est un autre grand point important de la sociocratie. Déjà, il faut bien comprendre ce qu'est une objection. Une objection, ça veut pas simplement dire « Ah bah moi j'aurais pas fait comme ça, je préfère que tu fasses comme je veux ». Une vraie objection, ça veut dire que je vois un vrai risque à ce qu'une proposition soit adoptée. Ça peut être un risque pour l'entreprise, qui la met en difficulté. Ça peut être un risque pour les salariés, par exemple un risque sécuritaire. Et ça peut aussi être un risque au niveau des valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire une proposition qui aille à l'encontre de la raison d'être de l'entreprise. Ce qui n'est pas une objection par contre, c'est tout ce qui va concerner des blocages émotionnels du type « Ah mais ça me fait un peu peur, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée ». On peut quand même en parler de ce genre de choses, mais ça peut être apaisé au moins en discutant sans changer la proposition. Souvent, une fausse objection aussi, ça peut être « Ah bah non, moi je bloque parce que j'ai pas envie de le faire ». Au contraire, on peut faire passer des propositions par consentement en disant « Ok, je suis d'accord que la proposition passe, par contre, c'est pas moi qui vais le faire ». Ça c'est un exemple typique, par exemple, du niveau des mains vers le milieu. Cela dit, les vraies objections doivent être discutées. Donc la personne qui émet une objection dit ce qu'elle en pense, ce qu'elle trouve risqué. Et c'est un vrai cadeau de faire ça, faut surtout pas s'en empêcher. Parce que ça veut dire qu'on a peut-être vu un danger que personne d'autre n'avait vu. Quand l'objection a été entendue, on peut refaire un tour de table en bonifiant la proposition, c'est-à-dire en changeant la proposition dans le but de lever l'objection. Imaginons l'exemple des clés, c'est à l'autre bout du terrain et quand j'ai fini d'utiliser la camionnette, ça me fait perdre 25 minutes pour les ranger. Voilà, je prends un exemple un peu tiré par les cheveux pour comprendre. Du coup, c'est pas rentable pour l'entreprise. Voilà. On peut bonifier la proposition en disant, d'accord, est-ce qu'on peut alors imaginer de changer l'emplacement où on range les clés pour que ce soit plus pratique, mais pour que tout le monde les retrouve ? Quand la proposition est bonifiée, on refait un tour de table pour les objections, donc soit en demandant individuellement, soit avec le système des mains. Et quand il n'y a plus d'objections, on considère que la proposition est validée. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, on fait comme ça, on exécute le plan. Ça a été décidé collectivement. Et pour finir, faut pas oublier de célébrer cette prise de décision. C'est important de se créer ces petits rituels joyeux. Ça peut être juste d'applaudir ou de se faire un petit apéro après la réunion. Ça consolide l'équipe et les relations humaines. Ce système de proposition et d'objection, c'est
ultra efficace pour prendre des décisions en groupe rapidement en ayant écouté tout le monde. Ça permet d'aller à l'essentiel, on se prend pas la tête sur des choses superficielles, et si on n'est pas à 100% d'accord avec la proposition, parfois c'est même pas la peine d'en parler, on dit juste j'ai pas d'objection, et ça passe. Ça permet de se mettre vite d'accord sur des solutions qu'on choisit collectivement, même si c'est pas notre solution préférée. Avec ce système, on donne la priorité au projet commun, puisque c'est la raison d'être ensemble, ça permet au projet commun d'avancer, malgré le fait que tout le monde n'est pas toujours absolument d'accord. C'est pas si grave que ça. On peut se dire que ça vaut quand même le coup d'essayer, et que de toute façon, les solutions sont pas irréversibles. Si on prend une décision ensemble, et qu'on voit que ça marche pas, on peut revenir dessus par la suite, et rechanger. En fait, le consentement, ça met en avant le fait qu'il y a une constellation de solutions possibles pour un seul problème. Il y a une problématique, on est 6 autour de la table, les 6 personnes peuvent trouver une solution différente. Laquelle est-ce qu'on choisit? Pourtant, les 6 solutions peuvent fonctionner. Le consentement, c'est de se dire, ok, on prend ta proposition, parce que c'est toi qui as fait une proposition en premier par exemple, et ça peut très bien marcher. Et le dernier outil qui est extrêmement important en sociocratie et qu'on utilise dans mon équipe, c'est la gouvernance par système de référent ou de rôle. Donc chez nous, il n'y a pas vraiment de hiérarchie de subordination, avec un patron qui décide et les autres qui exécutent simplement. Comme on l'a vu, toutes les grandes décisions stratégiques sont prises collectivement. Mais dans une entreprise, il y a tout un tas de tâches qui doivent être faites, parfois des tâches ponctuelles, par exemple l'organisation de portes ouvertes, parfois des tâches récurrentes, par exemple récolter les légumes le mercredi matin, et on va attribuer ces tâches à des référents, et en général le référent se porte volontaire. En étant référent d'une tâche, je deviens le chef de tout le monde pour cette tâche en particulier, c'est-à-dire que je vais pouvoir organiser le travail comme bon me semble pour que la tâche soit accomplie. Ça veut pas forcément dire que c'est moi qui vais la faire, mais c'est moi qui vais faire en sorte qu'elle soit faite. Donc j'ai cette responsabilité-là, et les autres exécutent ce que je leur demande pour que cette tâche soit faite. Et inversement, quelqu'un d'autre de l'équipe a une tâche à faire, cette personne devient chef de sa tâche, et moi je vais exécuter ce qu'elle me demande si elle a besoin d'aide. Je vais pas remettre en question sa méthodologie, ses choix ou rien. Voilà, on a décidé collectivement que cette personne serait référente d'une tâche, ça veut dire qu'on lui a tous apporté notre confiance sur le fait qu'elle va réussir à mener cette tâche à bien, quand bien même faudra-t-il l'aider. Ce système de référent est très chouette parce qu'il évite d'avoir une hiérarchie verticale où c'est toujours un seul chef qui porte toutes les responsabilités. Avec le système de référent, tout le monde devient un peu chef, se responsabilise, ça valorise beaucoup nos propres compétences, et à terme ça renforce aussi la confiance mutuelle quand on se rend compte que tout le monde est capable d'assumer des rôles. Si jamais aucun référent ne se porte volontaire pour une tâche, il existe un autre outil en sociocratie qui s'appelle l'élection sans candidat, c'est-à-dire d'élire un référent pour une tâche sans que personne ne se soit présenté comme candidat. Nous on l'utilise pas vraiment à la ferme, en tout cas pas pour l'instant, mais si ça t'intéresse, tu as le nom, tu pourras faire tes recherches. Le fait que le référent décide lui-même de comment va se dérouler la tâche, ça permet de gagner un temps considérable, on évite de tous toujours donner notre avis sur tout, parce que ça c'est le piège en collectif et avec la gouvernance partagée. Donc le référent, c'est le chef d'une tâche, on lui fait confiance et on exécute ce qu'il nous demande. Quand la tâche est terminée, ça pourrait être une autre personne qui deviendra référent de cette tâche et donc chef à son tour. Avoir plusieurs référents et pas un seul grand chef, ça permet aussi de répartir la charge mentale et la pression liée à la responsabilité d'une entreprise, et ce détail à lui seul peut éviter énormément de burn-out. Là où les rôles permettent aussi d'éviter des burn-out et des dépressions au travail, c'est le fait de distinguer le rôle de la personne. Et ça peut s'appliquer dans ton travail même si vous n'êtes pas en gouvernance partagée. Quand tu discutes avec ton patron, tes collègues, etc., le fait de se dire « moi, Alexandre, dans le rôle de gestionnaire, ouvrier, etc., le rôle de ton métier, je te fais part de ce problème, de cette problématique, pour amener à bien ma mission. » Ça évite de prendre les choses personnellement et de se dire « bon, j'ai fait ce qu'il fallait pour assumer mon rôle, ça n'a rien à voir avec moi personnellement. » Je sais que c'est facile à dire, mais c'est un bon chemin pour lâcher prise sur certaines pressions. Maintenant que t'en sais beaucoup plus sur la sociocratie et la gouvernance partagée, je vais te dire en quoi ce mode de travail a complètement changé ma vie et ma vision du travail. J'ai vraiment le sentiment qu'ici, dans ce projet, j'ai trouvé ma place dans la société, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le fait de travailler dans une équipe soudée. Il n'y a rien de plus agréable que d'être dans un environnement de travail où les relations humaines sont saines. Et rien de plus agréable aussi que d'avoir l'impression que toute l'équipe ensemble avance vers une même étoile, un même objectif commun.
Avec la gouvernance partagée et cette notion de nous, t'as compris que le bien-être individuel au sein du collectif est très important. Et ça, c'est un sujet qui me passionne. D'ailleurs, je me porte souvent moi-même volontaire pour être facilitateur quand on a des réunions un peu plus tendues. Il existe plein d'outils de cohésion d'équipe et qui aident aussi à libérer sa parole en collectif. Le fait que j'ai pas de hiérarchie ou de patron, c'est une vraie liberté. J'ai la sensation d'être maître dans mon travail, d'être acteur de l'entreprise et pas simple exécutant. À l'inverse d'un job alimentaire, ici je suis investi et force de proposition. Je sais que je peux proposer mes idées pour améliorer les choses, qu'elles seront écoutées, souvent qu'elles seront appliquées. Ça renforce ma responsabilisation individuelle, ma confiance en moi et mon épanouissement. Moi je me vois plus travailler autrement. Sincèrement, c'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression d'être à ma place. Déjà, le cadre de vie est exceptionnel dans une ferme, mais aussi d'être à ma place dans la société. Je me sens utile pour le bien commun, l'intérêt collectif, mais aussi je me sens épanoui parce que je fais des activités qui me plaisent. Et ça, pour la santé mentale, c'est hyper important. Depuis 4 ans qu'on travaille en gouvernance partagée ici, j'ai le moral au top, je suis toujours content de bosser. Bien sûr, parfois il y a des bas, des moments où j'ai un peu moins la pêche, des petites passes de déprime, mais rien à voir avec des gros burn-out ou des dépressions importantes, même des bore-out comme j'ai pu en vivre à Ikea. J'en avais parlé dans mon livre. J'y retrace toute cette période difficile où je remettais en question mon travail dans un contexte de multinationale, avec la grosse hiérarchie et la perte complète de sens. Quelques outils aussi qui m'ont aidé de m'en sortir. Si tu l'as pas encore, tu peux te le commander via ma page Tipeee, le lien est dans la description, ou bien te le commander en librairie. J'espère que tu auras appris plein de trucs dans cette vidéo et que la sociocratie pourra te donner de bons tuyaux, des choses dont tu puisses t'inspirer même si tu peux pas forcément appliquer la gouvernance partagée dans ton travail. Si t'es dans une période de ta vie où tu te remets beaucoup en question, je t'invite à aller voir ma vidéo où je te partage mon guide pour éclairer tes doutes. J'y raconte moi-même la période difficile que j'avais vécue et j'ai conçu un guide en téléchargement libre que tu trouveras pour t'aider à sortir de ta tête tout ce qui est un petit peu emmêlé. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, ça me fait un vrai soutien moral important. Et je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee et Paypal. Vous êtes mes rayons de soleil. Prenez bien soin de vous, de votre épanouissement au travail, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.